Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de me laisser votre adresse mail via le lien que je vous ai mis en barre d'infos de cette vidéo. Et si vous n'arrivez pas à trouver ce lien, je vous invite simplement à me laisser votre mail dans les commentaires et je le récupérerai. Avec un petit message, ça fait toujours plaisir. Voilà, commençons à présent par les nouvelles. Il y a des milliers de soldats actuellement américains qui sont en Allemagne et qui vont certainement y rester, tout du moins pour le moment. En effet, l'administration Biden a mis en suspens le plan de retrait des troupes européennes de l'administration Trump afin de revoir la décision. Selon Politico, le chef du commandement américain en Europe a déclaré que le nouveau secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, est en train de mener un examen très approfondi de la politique. Le plan de Trump était de retirer environ 12 000 soldats d'Allemagne, la moitié serait rentrée chez elle et l'autre moitié serait allée dans d'autres parties de l'Europe. Biden, de son côté, s'est engagé à rafraîchir les alliances et à critiquer la façon dont ses prédécesseurs ont traité les alliés américains. Trump avait fustigé les membres de l'alliance de l'OTAN pour ne pas avoir respecté leur part du marché, disant qu'ils ne dépensaient pas assez pour leur propre défense. De nombreux décrets de Biden ont déjà anéanti beaucoup des travaux de son prédécesseur. Biden a signé hier d'autres décrets concernant cette fois-ci l'immigration. Ces 3 nouveaux décrets visent à assouplir les critères d'asile, à inverser la tendance de la charge publique de l'administration Trump et à créer une task force pour les nouveaux Américains, à développer une stratégie pour traiter de la migration irrégulière à travers la frontière sud et à créer une task force pour réunir les familles restantes qui ont été séparées sous l'administration précédente. L'une des ordonnances de Biden vise à, je cite, révoquer l'ordonnance de l'administration Trump qui cherchait à justifier la séparation des enfants de leurs parents. Le libellé de cette ordonnance suggère que la politique de Trump est responsable de la séparation des familles. Mais je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte et il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments. En effet, avant l'entrée en fonction de Trump, un juge a décidé que les enfants ne pouvaient pas être détenus dans les centres de détention. Cela a conduit à un afflux de migrants avec l'impression que s'ils venaient en tant que famille entière, ils seraient laissés aux États-Unis. En d'autres termes, si un migrant a besoin d'un soutien financier, un parrain doit signer un contrat avec les États-Unis pour dire qu'il soutiendra l'immigrant jusqu'à ce qu'il puisse prendre soin de lui-même. Si l'immigrant reçoit des prestations sociales à la place, le parrain doit rembourser les États-Unis. C'est une façon de s'assurer que les immigrants seront autonomes lorsqu'ils viendront aux États-Unis. Mais ce n'est pas simplement une politique de Trump, c'est une loi. Parmi d'autres actions, citons la Task Force on New American, chargée de promouvoir l'intégration et l'insertion des immigrants. L'administration Biden prévoit de mettre en œuvre une triple approche de la migration irrégulière en Amérique centrale. Elle promet également de collaborer avec d'autres pays et des ONG pour fournir des opportunités aux demandeurs d'asile et aux migrants plus proches de chez eux. À présent, parlons de la Big Tech, de la grande technologie. La Floride s'attaque aux grandes entreprises technologiques comme Facebook, Twitter, Google. Le gouverneur de l'État, Ron DeSantis, dit qu'il ne tolérera aucune interférence avec les élections. Il a déclaré, je cite, « Au fil des années, ces plateformes ont changé, passant de plateformes neutres qui offraient aux Américains la liberté de parler à devenir responsables de l'application de leurs récits préférés. » Fin de citation. Le gouverneur exige un changement de la part de la Big Tech. Il a dit, je cite, « Les Floridiens devraient avoir la protection de la confidentialité de leurs données et de leurs informations personnelles. Ils devraient pouvoir accéder et participer à des plateformes en ligne protégées et participer à des élections sans interférence de la part des grandes technologies. » Le gouverneur républicain a prévu des sanctions sévères pour les entreprises de haute technologie dans le cadre d'un nouveau projet de loi. Par exemple, si une entreprise technologique retirait
un candidat de la plateforme lors d'une élection, elle devrait payer une amende quotidienne de 100 000 $ jusqu'à ce que le candidat retrouve l'accès à la plateforme. Ou encore, si une entreprise technologique manipule l'accès d'un utilisateur à un contenu politique ou à des candidats à l'aide d'algorithmes, elle devra également payer une amende quotidienne. Il existe également d'autres mesures. Par exemple, si un candidat aux élections est promu au-dessus d'un autre, de manière inégale, la valeur de cette promotion gratuite sera enregistrée comme une contribution à la campagne politique et cette mesure serait appliquée par la Commission électorale de Floride. Cette mesure fait suite à des informations selon lesquelles les géants de la Big Tech auraient supprimé des informations défavorables au candidat de l'époque, Joe Biden, tout en excluant de leur programme le président en exercice Trump. Le président de la Chambre des représentants de Floride, Chris Paul, a commenté le nouveau projet de loi en disant « Les 5 familles des ténèbres, Facebook, Twitter, Google, Amazon et Apple, ne seront plus incontrôlables ici en Floride. » DeSantis a fait allusion aux géants de la technologie qui modèrent les nouvelles défavorables au président Joe Biden en interdisant les conservateurs de haut niveau, dont le président Donald Trump, sur Twitter, Facebook, et en retirant la plateforme de médias sociaux parlée des serveurs d'Amazon. Le gouverneur affirme que les entreprises font preuve de discrimination à l'égard des citoyens lorsqu'elles modifient leurs règles à leur guise, sans avertissement ni cohérence. Le projet de loi autorisera également le procureur général de Floride à engager des poursuites contre les grandes entreprises technologiques en vertu de la loi de Floride sur les pratiques commerciales déloyales et trompeuses si elles enfreignaient les nouvelles politiques énoncées dans le projet de loi. Désormais, avec cette loi, les sociétés de technologie devront avertir les utilisateurs à l'avance d'un changement de règle avant de fermer un compte et appliquer la règle de manière cohérente. En parlant des plateformes qui censurent les comptes, Twitter a fermé un autre compte. Cette fois-ci, il s'agit du compte officiel de la société d'oreillers et de literie MyPillow. Twitter a dit avoir suspendu définitivement le compte officiel de MyPillow parce qu'il violait la politique de lutte contre la fraude à l'interdiction. Le PDG Mike Lindell a utilisé le compte MyPillow de la société pour contourner l'interdiction par Twitter de son compte personnel. Lindell est un ami et un fervent défenseur de l'ancien président Trump. Il a été banni de Twitter il y a une semaine pour ses affirmations répétées selon lesquelles l'élection présidentielle était truquée. L'homme d'affaires du Minnesota avait également écrit en parlant de M. Dorsey « Je sais que vous êtes lié à la fraude électorale, vous avez tellement peur d'être découvert, beaucoup attendent avec impatience que vous soyez traduit en justice. » Fin de citation. Suite à l'interdiction de Twitter, des entreprises comme Bed Bath & Beyond et Kohl's ont cessé de vendre des produits MyPillow. Les détaillants affirment que c'était une décision qui était motivée par la qualité du produit, mais Lindell maintient qu'ils ont été contraints de le laisser tomber parce qu'il s'était exprimé contre la fraude électorale présumée. En revanche, certaines entreprises comme Costco disent qu'elles continueront à proposer les produits MyPillow. Lindell a dit à USA Today qu'il ne peut pas croire qu'ils font ça à MyPillow et il a dit, je cite, « Ils veulent me détruire ». Maintenant, passons au géant du commerce électronique Amazon, le fondateur de la société Amazon, Jeff Bezos, fondateur milliardaire d'Amazon.com, qui se retire du rôle de PDG. Il a rejoint la société dès ses débuts en 1994, la transformant donc d'une simple librairie en ligne en l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde. Monsieur Bezos a fait cette annonce mardi dans une lettre aux employés publiée sur le site web de la société. Il restera pour autant président exécutif du conseil d'administration et il a dit à ses ouvriers, je cite, « Être le PDG d'Amazon est une profonde responsabilité et cela consomme. Quand vous avez une telle responsabilité, il est difficile de mettre l'accent sur autre chose. » Fin de citation. Andy Jassy, qui prendra la tête du groupe au 3e trimestre, assumera la fonction de PDG. Jassy a également un long passé, il a rejoint Amazon en 1997 et est à la tête de la lucrative unité de cloud computing de la société Amazon Web Services ou encore AWS. Si cela vous est familier, c'est le service cloud qui a lancé Parler.
Monsieur Bezos a déclaré qu'il aura désormais plus de temps pour ses autres activités, notamment ses ambitions dans l'espace et sa propriété du Washington Post, comme il l'a écrit dans sa lettre. Il a dit, je cite, « En tant que président exécutif, je resterai engagé dans d'importantes initiatives liées à Amazon, mais j'aurai également le temps et l'énergie nécessaires pour me concentrer sur le Day One Fund de Bezos Herd Fund, Blue Origin, le Washington Post et mes autres passions. Je n'ai jamais eu, dit-il, autant d'énergie et il ne s'agit pas ici de prendre ma retraite. » Fin de citation. Dans l'ensemble, les ventes et les bénéfices des entreprises ont facilement dépassé les prévisions, Amazon rejoignant les rares clubs des entreprises dépassant les 100 milliards de dollars de revenus trimestriels. Elle continue de bénéficier d'une forte augmentation des achats en ligne pendant la crise sanitaire mondiale et les consommateurs ont afflué sur son site pour faire leurs achats de vacances. Mais Amazon connaît également des zones de trouble. Elle a lancé une campagne de relations publiques de grande envergure pour influencer les travailleurs syndiqués de son centre d'exécution en Alabama. Selon un article de Bloomberg, l'entreprise tente de convaincre près de 6000 travailleurs de rejeter les appels à la syndicalisation. Amazon fait également pression pour que le syndicat des entrepôts vote en personne au lieu de voter par correspondance. Le Conseil du travail américain autorise le vote par correspondance pour l'élection en raison de la pandémie. Les bulletins de vote doivent être reçus avant la fin du mois de mars. Mais Amazon veut retarder l'élection afin qu'elle puisse avoir lieu en personne, sans vote par correspondance. Elle affirme que seuls 3% de ses travailleurs ont été testés positifs pour le virus au cours de la première semaine du mois de janvier. Et elle affirme que cela ne peut pas être considéré comme une épidémie. Amazon déclare « Nous pensons que la meilleure approche pour une élection valide, équitable et réussie est celle qui est menée manuellement en personne. » Amazon est souvent sur la liste des lieux de travail les plus dangereux du pays. Les travailleurs affirment qu'un syndicat leur donnerait le droit de négocier collectivement leurs conditions de travail et Amazon devrait également suivre les directives. Mais de son côté, Amazon prétend que ses travailleurs sont déjà couverts par des salaires et des avantages sociaux élevés. Et ils disent, je cite, « Pourquoi payer près de 500 $ de cotisation? Il y a tant de choses que vous pouvez faire pour votre carrière et votre famille sans payer de cotisation. » Fin de citation. Le rapport Bloomberg note qu'avec l'élection qui se déroule à la fin du mois de mars, les enjeux vont être élevés pour les deux parties. D'un côté, la réputation du mouvement ouvrier et de l'autre, la mastodonte d'Amazon. Continuons sur Amazon, qui accepte de payer 62 millions de dollars pour régler les frais de ses chauffeurs de livraison. L'argent est destiné à compenser les pourboires que les chauffeurs auraient dû recevoir. La Federal Trade Commission a déclaré mardi qu'Amazon avait caché l'argent aux chauffeurs, bien qu'elle leur ait promis qu'ils l'obtiendraient. La FTC affirme que cela dure depuis 2 ans. Les chauffeurs font partie de l'activité flex d'Amazon. C'est là que les gens vont chercher et livrer des colis pour Amazon en utilisant leur propre voiture. Cela a commencé en 2015. Les chauffeurs ne sont pas des employés d'Amazon, mais des travailleurs indépendants. Les travailleurs perçoivent 18 à 25 $ de l'heure. Et Amazon a promis qu'il recevrait également 100% des pourboires des clients sur l'application. Mais la FTC a déclaré que l'année suivante, en 2016, Amazon est passé à un taux horaire plus bas et a comblé la différence avec des pourboires sans en informer les conducteurs. Selon la FTC, Amazon a ainsi gagné 62 millions de dollars en pourboires aux dépens des conducteurs. Maintenant, Amazon rembourse ce montant pour régler les frais et les conducteurs recevront enfin leur dû. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute et merci de votre présence. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et pour ma part, je vous dis à demain.